Il était le symbole d'une paix possible, crédible au Moyen-Orient il y a 30 ans, jour pour jour. Le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin était assassiné par un juif religieux extrémiste opposé au processus de paix engagé avec Yasser Arafat, le dirigeant palestinien. Bonjour, Denis Charby. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Et dans votre nouveau livre, vous vous intéressez justement à l'héritage laissé par l'ancien Premier ministre israélien. Ce livre, il s'appelle Yitzhak Rabin, La paix assassinée, avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Un titre sous forme de question. Est-ce que cela signifie que le processus de paix israélo-palestinien n'est pas totalement terminé selon vous? Alors d'abord, effectivement, il y a une sorte d'idée reçue contre laquelle je souhaitais m'élever, en vertu de laquelle Yitzhak Rabin assassiné le 4 novembre 1995, la paix s'est terminée, la paix c'est fini. Or, dans les jours qui suivent, au contraire, on est convaincu que certes, Yitzhak Rabin était assassiné, mais c'est la cause de la paix qui va l'emporter. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que 6 mois plus tard, c'est son rival, son adversaire, Benjamin Netanyahou, qui va être élu. Et là, effectivement, elle n'est pas encore assassinée, puisque Netanyahou s'inscrit dans la continuité des accords d'Oslo, mais on sent bien que la paix va être bloquée. Mais quelques années plus tard, ça va être Ehud Barak qui va aller voir Arafat à Camp David avec le président Clinton pour proposer un plan de paix beaucoup plus audacieux que ce qu'avait préconisé Yitzhak Rabin, mais ça va échouer et cela va se traduire par la suite par la seconde intifada. Et ainsi, on a, je dirais, un processus de paix qui progressivement tombe à l'agonie. Et il est vrai que depuis 2014, Benjamin Netanyahou a interrompu, revenu au pouvoir entre-temps, a interrompu définitivement toute négociation avec quelques représentations palestiniennes que ce soit, le Hamas bien sûr, mais y compris le Fatah, l'OLP, l'autorité palestinienne. Ce samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Tel Aviv pour commémorer les 30 ans de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Et pourtant, on comprend en lisant votre livre que la mémoire d'Yitzhak Rabin est quasi impossible en Israël. Pourquoi? Elle est impossible précisément parce que sur les 30 ans de 1995 à 2025, on a à peu près 21-22 ans de gouvernement Likoud, droite, extrême droite, et notamment depuis 2022. Et pour eux, moralement, bien sûr, ils considèrent qu'il faut commémorer Rabin parce qu'il a été assassiné par un citoyen israélien, mais politiquement, ils ne veulent pas discuter de la raison pour laquelle il a été assassiné. Il n'a pas été assassiné parce que c'était un bon chef de gouvernement ou un homme intègre ou un bon leader. Il a été assassiné parce qu'il portait sur ses épaules le processus de paix appelé accord d'Oslo et que eux n'en voulaient pas. Et c'est la raison pour laquelle la manifestation de samedi soir n'était pas une manifestation de commémoration. On a perdu un grand leader il y a 30 ans, mais un appel politique à reprendre son héritage. Et pourtant, hein, vous dites, la mémoire d'Yitzhak Rabin incarne l'espoir. Pourquoi vous dites ça? Elle incarne l'espoir parce que le narratif du gouvernement au pouvoir, c'est de dire les Palestiniens veulent notre perte, ils l'ont prouvé le 7 octobre, et donc ce que nous vous promettons en quelque sorte, c'est une guerre ad vitam aeternam. Et ça, quand bien même ils auraient raison sur l'analyse qu'ils font des Palestiniens, il est absolument certain que pour les Israéliens, c'est pas une perspective positive et optimiste que de vouloir une guerre jusqu'à la fin des temps. Et à cet égard, l'héritage de Rabin en disant on doit explorer toute possibilité de réconciliation israélo-palestinienne est un message optimiste. Denis Charby, comment la jeunesse israélienne, les plus jeunes aujourd'hui, voient Yitzhak Rabin? Quel héritage il a laissé justement auprès de ces nouvelles générations? Effectivement, comme il y a une loi mémorielle qui a été institutionnalisée et qui oblige à une commémoration dans les écoles. Hier, c'était le 3 novembre, c'est à ce moment-là qu'on l'a commémoré. Et je dirais que c'est une image assez, je dirais, complexe et ambiguë. Certains vous diront qu'il était naïf, qu'il était de bonne foi, il était de bonne volonté, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Et d'autres diront et ceux qui soutiennent le gouvernement, y compris parmi les jeunes, diront heureusement qu'Oslo n'a pas eu lieu, on se serait retrouvé envahi par les Palestiniens. Et puis il est un peu le symbole d'un échec. Exactement. Et la question, comment célébrer un échec dans le pays aussi, hein. C'est ça que derrière son nom, il s'associe à Tout à fait, parce qu'en général, dans les assassinats politiques, on commémore la mort du leader disparu, mais en général, l'idée triomphe. Et là, on a une situation tout à fait paradoxale où non seulement il a été assassiné, mais en plus, son idée n'a pas porté. Et à cet égard, et c'est terrible pour les Israéliens de se dire souvent que l'assassin a bien calculé son coup et il a réussi son pari.
Comment enseigner une mémoire d'un événement sur le fait que c'est pas l'assassiné qui l'a emporté, mais c'est son assassin qui a gagné. Yitzhak Rabin, La paix assassinée, une mémoire fragmentée, un livre passionnant de Denis Charby. Merci d'avoir été notre invité. Ces éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous, Denis Charby.